Merci Pierre et Ndiémé pour cette intervention. Nous allons maintenant écouter Mbaké Diagne. Il est absent. Il n'est pas en vidéo? Il est en vidéo? Il n'est pas là du tout? Ah, voilà. Donc, Mbaké Diagne est absent. Donc, Babacar Faye de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour une présentation intitulée « Du plurilinguisme interne, la problématique de la variation dans l'enseignement des langues nationales au Sénégal ». Pour la présentation de Babacar. Voilà, merci beaucoup. Je suis Babacar Faye et je suis sociolinguiste à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Alors, le plurilinguisme européen nous parle en tant qu'Africains de l'Ouest. J'aurais bien voulu intervenir sur la conférence de RRA parce que je pense que pour faire sens en fait sur le plan international, il faut avoir un archi-positionnement en fait pour ce qui concerne le monde, bien sûr. Mais bon, comme il faut que je termine d'abord ma communication avant d'intervenir sur la sienne. Alors moi, je m'interroge sur la problématique de la variation interne, parce que, bon, en général, ici, on parlera de variation externe, c'est-à-dire des langues qui sont génétiquement un peu éloignées, mais moi, je vais parler de variation interne, en fait, de la variation d'une langue, de la problématique de l'enseignement, en fait, dans la variation interne d'une même langue. Alors, pour ce faire, je vous propose ce plan-là. Je vais faire une petite introduction sur la nécessité d'enseigner les langues nationales, parce que je maintiens ce terme langue nationale parce que pour le moment au Sénégal, en tout cas, c'est ce qu'on a. C'est un terme qui est décrié maintenant, mais en tout cas, pour le moment, officiellement, c'est ce terme qu'on a, langue nationale, qui ne désigne pas les langues autochtones, mais qui ont un certain statut tout simplement au Sénégal. Ensuite, après cette petite introduction, je vais problématiser le sujet, ensuite proposer la méthodologie qui a été utilisée pour recueillir les données, ensuite voilà, de l'analyse de ces données-là, plus une petite conclusion. Alors, pour introduire ce sujet-là, je dirais tout simplement pour la nécessité en fait d'enseigner ces langues nationales-là. On part de 2 points tout simplement pour dire, Pascal a parlé tout à l'heure de contextualisation, n'est-ce pas? Il y a une inadéquation en fait, entre l'enseignement, dans ce contexte, n'est-ce pas, bien sûr, entre l'enseignement et la réalité. Le deuxième point, c'est un point pédagogique, c'est-à-dire que dans ce contexte-là, l'enfant entre à l'école à 6-7 ans. Maintenant, on peut avoir 5 ans parce qu'il y a le préscolaire actuellement qui permet d'entrer à l'école à 5 ans. À ce moment-là, en fait, la grammaire de la langue première est en train d'être consolidée. C'est à ce moment-là qu'on introduit la langue officielle, le français, qui brouille tout, n'est-ce pas? En fait, le problème ici, ce n'est pas le plurilinguisme précoce, mais l'enfant est exposé en une langue d'une manière non continue et qui n'a pas une réalité sociale, en fait, en dehors de la classe. Donc, c'est ça qui brouille un peu les pistes et pose un problème pédagogique. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de décrire un système exclusif, n'est-ce pas, de créer, en fait, un système exclusif en langue nationale, mais d'institutionnaliser en fait le plurilinguisme qui existe déjà dans l'usage. Et cela rejoint le titre des assises, le plurilinguisme entre diversité et universalisme. Mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, donc ici on parle de plurilinguisme externe, alors que moi j'aborde le plurilinguisme interne, la variation d'une langue et la problématique de l'enseignement, n'est-ce pas, de cette variation-là, voilà, la problématique de la variation dans l'enseignement. Alors, le premier point, par rapport toujours à cette problématique-là, après cette petite introduction de la nécessité d'enseigner les langues nationales dans nos systèmes éducatifs, en général dans les pays francophones, africains. Donc, dans un contexte de plurilinguisme, le comment faire a toujours posé problème
aux différents acteurs de l'éducation et aux chercheurs qui réfléchissent sur la question. Et au-delà de la proposition du plurilinguisme en cours, il s'agit dans cette communication de s'interroger, comme je l'ai dit tout à l'heure, du traitement de la variation interne, n'est-ce pas, dans les enseignements apprentissages. La difficulté ici que la recherche fondamentale, il peut y avoir en fait une contradiction entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Parce qu'en tant que sociolinguiste, n'est-ce pas, on s'intéresse à la variation, mais la recherche appliquée, n'est-ce pas, aura peut-être un problème pour l'application. Mais en synergie, on doit travailler ensemble pour voir ce que la sociolinguistique, en fait, peut apporter à la didactique. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on dit que en pédagogie, en fait, la répétition est pédagogique, n'est-ce pas? Ce qui est répété, c'est ce qui est régulier. Donc, ça veut dire que le didacticien, le pédagogue a besoin de régularité. Et ici, je vais parler de variation, n'est-ce pas? Comment prendre en charge la variation dans l'enseignement. Donc, il peut y avoir un problème entre la recherche fondamentale en sociolinguistique et l'application didactique, pédagogique, en fait, d'une langue. Donc, la prise en charge, la prise en compte de la variation dans l'enseignement. C'est pour dire tout simplement que quand on s'éloigne du concordisme, en fait, donc l'on se rend compte qu'il y a une dialectique entre la norme et l'usage, ce qui va permettre de concilier ces deux-là. Donc ne pas tuer en fait la variation, prendre en compte en fait cette variation, c'est assurer la vitalité de la langue qui est une notion beaucoup plus abstraite. Alors, comment enseigner alors quand une langue est traversée par une variation notable? Par rapport au plurilinguisme au Sénégal, par exemple, en ce qui concerne les langues nationales, la solution qui a été trouvée, c'est qu'on enseigne la langue du milieu, n'est-ce pas? Donc, dans ce plurilinguisme-là, la solution qui a été trouvée, en fait, on enseigne la langue du milieu. Mais ce qui se passe, c'est que la variante, en fait, qui a été standardisée, si ce n'est pas la variante du milieu, comment on fait? Et voilà toute la problématique, en fait. Quand on dit on enseigne la langue du milieu, parce qu'il y a plusieurs langues, n'est-ce pas, au Sénégal, dans un milieu déterminé, par exemple, la langue qui a été standardisée, ou bien quand on est dans un plurilinguisme interne, la variante qui a été standardisée, si ce n'est pas la variante du milieu, en fait, ça pose encore, n'est-ce pas, un problème. Et on revient en arrière. Alors, pour recueillir ce matériau-là, je vais utiliser un corpus qui a été recueilli par un de mes étudiants, n'est-ce pas? La zone qui est concernée ici, c'est la zone en jaune. Ça, c'est la carte du Sénégal, n'est-ce pas? Donc, cette zone s'appelle le Ferlo. Et on a trois villes importantes ici, le Doli, Vélingara, Ferlo, parce qu'on dit Vélingara, Ferlo, parce qu'il y a d'autres Vélingara au Sénégal, et vous avez Barkedji. Donc, vous avez ces trois localités-là, et l'enquête, n'est-ce pas, ça c'est le terrain, hein, n'est-ce pas? Donc, l'enquête a été réalisée à ce niveau-là. Alors, population et situation sociolinguistique. Le Ferlo est un vaste ensemble où se côtoient plusieurs langues cultures, comme le Pulaar, le Wolof, le Serer, le Mor, etc. Le Pulaar occupe une place, n'est-ce pas, prépondérante, car étant le grand ensemble majoritaire, et continuant à bénéficier d'une politique linguistique familiale intense. Donc, à l'intérieur de ce grand ensemble-là, il y a une diversité notoire. Donc, tenez, dans cette zone-là, vous avez ces variantes d'une même langue, n'est-ce pas? Donc, ce sont des variantes qui correspondent à des groupes ethniques, en fait. Vous avez les Abobé, les Sanorabé, on peut dire aussi Sanarabé, vous avez les Diaobé, vous avez les Farfabé, vous avez les Ferlankobé, vous avez les Urubé, vous avez les Yalalbé, vous avez les Djengelbé, vous avez les Bisnabé. Tout ça, c'est des variantes d'une même langue, n'est-ce pas? Donc, je suis dans la variation interne, la variation d'une même langue. Alors, les outils qui ont été utilisés, c'est le questionnaire, ensuite les entretiens,
et une observation dans les classes, en fait, pour voir comment on prend en charge cette variation interne de la même langue qui est considérée ici. La même langue qui est considérée, c'est le peul, n'est-ce pas? C'est le peul, c'est la même langue qui est considérée et on s'interroge sur comment enseigner cette variation interne par rapport à la norme, en fait. Donc, parce que il y a une variante qui a été normalisée, n'est-ce pas? Une variante de cette langue qui a été normalisée. Et cette variante n'est pas forcément la variante du milieu, voilà, qui est considérée. Alors, voici les acteurs qui sont concernés. En fait, comme je n'ai pas le temps, j'ai pris seulement la partie qui concerne les enseignants. Parce que, bon, c'est une enquête qui concerne les enseignants, les parents et les élèves, n'est-ce pas? Donc, je prends juste la partie qui concerne les enseignants. Vous avez les maîtres, par exemple, et qui va faire écho à un de nos groupes dans l'OF, c'est ça? N'est-ce pas? Donc, alors, vous avez les maîtres, par exemple, natifs. Vous avez 26 enseignants, l'enquête qui concerne 26 enseignants. Les 10 sont des enseignants natifs du milieu. Les 5 sont des enseignants qui parlent la langue, mais qui ne sont pas natifs du milieu. Et vous avez 11 enseignants qui ne parlent pas la langue. Comment on peut enseigner une langue sans la parler? N'est-ce pas? Vous avez 11 enseignants dans les 26 qui ne parlent pas la langue qui est enseignée. Donc je vous rappelle que ce sont des classes bilingues, ce sont des classes en expérimentation, n'est-ce pas? Des classes bilingues français, langue nationale, et la langue nationale qui est concernée ici, c'est le peul. Et à l'intérieur du peul, il y a plusieurs variations. Donc c'est ça la problématique. Alors, donc ça c'est les enseignants en pulaar. Ensuite, vous avez le choix du métier, pas le choix du métier d'enseigner, mais le choix du métier d'enseigner la langue qui est considérée, n'est-ce pas? D'enseigner le pulaar ici. Donc, le choix d'enseigner le pulaar. Est-ce qu'ils ont choisi d'enseigner le pulaar? Donc, parmi les 26, les 10 ont dit oui, ils ont choisi d'enseigner le pulaar. Les 14 n'ont pas choisi d'enseigner le pulaar et pourtant, n'est-ce pas, ils enseignent le pulaar. Peut-être que c'est cela même, et même plus, parce qu'il y avait là-bas 11, ici on a 14, qui n'ont pas choisi d'enseigner le pulaar. Donc, pas de réponse. Ensuite, maintenant on va à l'analyse, puisque bon, j'ai juste pris un petit échantillon de l'enquête en ce qui concerne les enseignants. Alors, raison qui fait que des non-locuteurs, j'en ai parlé tout à l'heure, 11 locuteurs qui ne parlent pas la langue, qui doivent enseigner la langue, n'est-ce pas, doivent enseigner une langue qu'ils ne maîtrisent pas. La plupart des enseignants déclarent, n'est-ce pas, dans notre association, on parle de formation des enseignants, n'est-ce pas, ils déclarent avoir trouvé une fois sur place une classe qui devait suivre les innovations pédagogiques. Donc, ils trouvent sur place une, n'est-ce pas, école qui devait intégrer en fait les innovations pédagogiques en fonction des expérimentations, différentes expérimentations en fait qu'on a à travers le pays. Donc ce maître-là dit, j'ai hérité d'une classe qui avait commencé l'apprentissage des langues nationales. Voilà, donc on doit continuer sur cette lancée-là alors qu'on ne parle pas la langue. Ce n'est même pas la variante. Si on était si on avait une variante dans cette langue-là, ça ne poserait pas problème. Mais on ne parle même pas la langue, ça veut dire qu'on va prendre tout simplement les livres et faire réciter tout simplement les élèves. Et donc, il faut maintenant réfléchir comment on passe de la pédagogie de la répétition vers la pédagogie de la création. Et donc, avec ce système-là, je pense qu'on ne peut pas faire une pédagogie de la création. On ne peut faire que de la pédagogie de la récitation. On va prendre juste les livres et on va faire réciter les enfants, tout simplement. Alors, donc, l'école crée donc un bon usage. On peut sauter dessus et aller directement. Alors, donc, en effet, le pulaar normé enseigné à l'école est différent du pulaar, en fait, ce qui est parlé sur le terrain, n'est-ce pas? Donc, on écoute ce maître-là, il dit « Je suis passé des semaines à chercher la signification du mot « doyande », n'est-ce pas, dans le milieu où j'enseigne. Il enseigne le pulaar, il a un mot en pulaar qu'il ne comprend pas. Il va sur le terrain pour comparer, en fait, pour qu'on lui dise ce que ça signifie.
il cherche sur le terrain, il ne peut pas avoir la réponse parce que tout simplement, cette variante n'est pas parlée sur place. Donc, il cherche pendant longtemps. Donc, Djojande qui signifie droit, le droit. Et donc, il ne peut pas avoir cette signification, n'est-ce pas, sur place parce qu'on ne parle pas cette variante qui a été standardisée, n'est-ce pas? Alors, donc le problème relatif à l'utilisation toujours du standard à l'école, n'est-ce pas, entraîne l'insécurité linguistique. Regardez ce maître-là. Les interventions de cet élève sont toujours sanctionnées par le rire de ses camarades. Donc j'ajoute tout simplement pour contextualiser, pour que vous puissiez comprendre, parce que n'utilisant pas la mauvaise, parce qu'utilisant la mauvaise variante, n'est-ce pas? Donc les interventions de cet élève sont toujours sanctionnées par le rire de ses camarades parce que n'utilisant pas, n'est-ce pas, la mauvaise, utilisant du moins la mauvaise variante. L'élève maintenant, je suis abobé, mais je ne parle pas comme les autres abobés. Donc, il fait une croix sur sa propre variante, n'est-ce pas, parce qu'il ne veut pas être stigmatisé. Donc, il abandonne sa variante. Je suis abobé, mais je ne parle pas comme les autres abobés. Donc, je vais adapter ma langue par rapport aux autres pour que je ne sois pas stigmatisé, n'est-ce pas? Donc, ça pousse un peu, ça crée de l'insécurité linguistique qui bloque tout simplement les apprentissages. Donc le matériel didactique maintenant, les manuels scolaires se limitent à reproduire, n'est-ce pas, les prescriptions des grammaires et vocabulaires académiques sans une prise en compte des usages dialectaux des apprenants. Donc le maître, j'ai parcouru les livres, mais le poulard employé est celui du Fouta. Il arrive parfois face à des énoncés dans lesquels sont présents des traits variationnels suffisamment marqués que les apprenants dénoncent la distance constatée entre la langue de leur manuel de référence et la langue parlée. Donc je vais conclure. Donc la problématique est suffisamment campée donc, pour avoir cette conclusion-là. L'école ne pouvant pas être dans une bulle, la famille, le groupe des pairs, la société tout entière ont un impact non négligeable sur les apprentissages et donc sur les enseignements-apprentissages. Dans les classes bilingues, le principe de la plurinormalité en fait, devrait être pris en considération en partant des stratégies développées par l'enfant produit de son milieu. L'évaluation-sanction produit cet effet pervers de tracer des frontières étanches entre les usages, même s'il est impossible d'envisager la variation en dehors de la norme, parce que pour parler de variation, il faut parler de norme d'abord. Il faut que la norme existe pour qu'on puisse parler de variation. Il s'agit de reconnaître la première tout en faisant partager la seconde comme forme unifiante, n'est-ce pas? Donc, il ne s'agit pas d'enseigner la variation, mais de partir de la variation, de considérer en fait, de reconnaître l'existence de la variation pour que, n'est-ce pas, pour qu'on puisse atteindre la norme. La norme étant, n'est-ce pas, la forme unifiante. Maintenant, il faut reconnaître la variation. Ainsi comme l'intitulé de nos assises, n'est-ce pas, diversité et universalisme, donc ça fait écho au titre des assises, diversité et universalisme. Quand on se place sur le plan externe, c'est valable. Quand on se place également sur le plan interne, c'est valable également, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai parlé, n'est-ce pas, de la variation interne, mais la variation externe également, c'est pareil. Quand je faisais ma thèse il y a un peu longtemps, j'avais trouvé une formule que j'aimais bien. J'ai parlé de le français comme ma langue de l'autre. Ma langue de l'autre, n'est-ce pas? Quand on est sur le plan externe, sur le plurilinguisme externe, ma langue de l'autre, pour parler du français. Ça fait écho un peu à ce titre, au titre des assises, diversité et universalisme. Donc, qu'on soit interne ou externe, variation interne ou plurilinguisme externe, je pense que c'est la même réflexion. Et j'aurais voulu enchaîner sur la conférence, mais on n'aura pas. Peut-être qu'aussi on a une discussion. Je peux vous interpeller, surtout sur votre troisième phase, n'est-ce pas, la troisième phase que vous avez évoquée, monsieur Herrera. Merci de votre attention.
Merci Babacar. Je précise qu'effectivement chaque intervention dure à peu près 15 minutes et qu'après nous allons avoir une discussion qui suivra l'ensemble des interventions.